Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, le gouvernement n'a pas fait que revaloriser les salaires et les primes saisonnièrement perçues deviennent mensuelles pour les agents de l'État. C'est une nouvelle précision apportée par le porte-parole du gouvernement sur cette actualité des mesures sociales adoptées au profit des travailleurs. Wilfried Léon Ngoubedji a aussi mis l'accent sur les taux appliqués aux bas salaires afin d'impacter le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a été face à la presse ce vendredi. Les détails dans ce journal. Après Alada, la semaine de l'ananas s'ouvre à Cotonou, précisément à Canal Olympiade. Les acteurs à divers niveaux sont appelés à réfléchir autour du thème compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et production. Les activités sont prévues pour durer 3 jours, comme vous allez le constater dans ce journal. Nous parlerons également du lancement officiel de la saison 6 de 10 mois qui est la plus belle, un concours panafricain de beauté initié par l'agence de communication et de publicité Djaouta Bénin. C'est à travers une conférence de presse animée ce jeudi par les responsables dans les locaux de l'agence à Cotonou. Il faut retenir que la diffusion du programme qui met en compétition 12 candidates démarre ce samedi 10 décembre sur notre chaîne de télévision Canal 3, l'ORTB et bien d'autres. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonsoir. Le gouvernement n'a pas fait que revaloriser les salaires. Les primes saisonnièrement perçues deviennent mensuelles pour les agents de l'État. C'est une nouvelle précision apportée par le porte-parole du gouvernement sur cette actualité des mesures sociales adoptées au profit des travailleurs. Wilfried Léon Ngoubedji a aussi mis l'accent sur les taux appliqués aux bas salaires afin d'impacter le pouvoir d'achat du plus grand nombre. Nous allons suivre. Par le passé, dans notre pays, chaque fois qu'il y a eu revalorisation du point indiciaire ou du salaire, cela a été l'application d'un taux uniforme pour tout le monde. Pour tout le monde. Dans le cas d'espèce, si le gouvernement avait décidé, par exemple, d'appliquer un taux de revalorisation de 35%, de 40% à tout le monde, l'agent de l'État qui gagne 500 000 ou 1 million, il aura 35 ou 40% de plus. Celui qui gagne 100 000 aura 35 ou 40% de plus. À l'équilibre, on s'y perdrait parce que celui qui gagne gros aurait davantage gros, alors que celui qui gagne petit resterait dans la même fourchette. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix d'une approche en 2 temps. Une revalorisation du point indiciaire uniforme pour tout le monde, qui s'est élevé à 3% de l'indice, puis l'octroi de sursalaires différenciés selon les catégories auxquelles l'on appartient, selon que l'on se trouve en début, en milieu ou en fin de carrière. Et le tout en veillant à une ingénierie qui fait que, en relevant le salaire du gagne petit, que subitement, il ne se retrouve pas à gagner plus que son chef, qui jusque-là gagnait plus que lui. Et c'est surtout pour la détermination des marges de ces calculs que nous avons mis aussi un peu de temps. Il y a eu la conjoncture, mais il fallait vraiment affiner le modèle pour ne pas créer encore à l'intérieur de l'injustice. Les primes sont maintenues. Les primes sont maintenues. Ce qui change par contre, c'est la mensualisation de ces primes. Il y a certaines primes que les agents de l'État ont et qui leur sont versées jusque-là de façon périodique, soit trimestriellement, soit semestriellement, soit annuellement. Et vous constaterez que ces primes n'impactent pas réellement la fiche de paye, puisque cela n'est pas pris en compte dans le calcul du salaire net. Ce que nous faisons désormais, c'est de maintenir ces primes, mais de les mensualiser. Et en les mensualisant, nous offrons en fait la possibilité aux travailleurs de pouvoir, pour ceux d'entre eux qui ont recours aux institutions bancaires par exemple, de pouvoir obtenir des prêts plus intéressants. Les discussions entre le gouvernement conduit par le chef de l'État et les partenaires sociaux ont amené l'une et l'autre des parties à faire valoir leurs arguments, leurs positions. Et même si on peut constater qu'il n'y a pas eu d'accord formel sur ce point, chacun a bien pu comprendre, notamment les partenaires sociaux, combien il serait utopique, ou j'allais dire illusoire, de prétendre contraindre
les employeurs du privé à aller vers une hiérarchisation, d'autant plus par ailleurs que, comme je l'ai dit, depuis 2014, où le dernier acte incitant à la hiérarchisation des salaires aurait pu intervenir, ça n'a pas été le cas. Voilà pourquoi, au jour d'aujourd'hui, encore une fois, notre approche, c'est de les sensibiliser, c'est de plaider pour que cela se fasse au profit des travailleurs du privé aussi. C'est sans doute le plus beau cadeau que le chef de l'État, Patrice Talon, offre aux fonctionnaires en cette veille des fêtes de fin d'année. La revalorisation des salaires annoncée il y a quelques mois est donc une réalité au Bénin. Et la bonne nouvelle, c'est que dès la fin de ce mois de décembre, les fonctionnaires pourront constater les effets de cette augmentation sur leur salaire. Face à la presse ce jeudi, le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, président de la commission permanente de négociation avec le gouvernement et les partenaires sociaux, a apporté des précisions sur ces mesures. Le ministre Abdoulaye Biotchane est au micro de Idrissou Boukari. Premièrement, en ce qui concerne les salaires, c'est la revalorisation du point d'indice de 3%. Ceci s'applique donc à tous les fonctionnaires et aux retraités qui sont donc payés par l'administration centrale. Deuxièmement, sur les fonctionnaires en activité, l'octroi de ce que nous appelons un sursalaire, donc qui vient s'ajouter donc à l'augmentation du salaire issu de la revalorisation du point d'indice. Ce sursalaire varie de 40 000 à 10 000 francs en fonction de votre niveau de salaire, les bas salaires étant privilégiés dans cet exercice-là. Donc, plus votre salaire est bas, plus vous avez un sursalaire plus élevé. Troisièmement, donc, la prise en compte des retraités dans cet exercice-là, parce qu'ils vont bénéficier, premièrement, donc, de la revalorisation des points d'indice, et deuxièmement, pour ceux qui iraient à la retraite à partir de maintenant et qui auraient bénéficié donc des sursalaires, ils iraient à la retraite avec cette revalorisation de leur salaire, et donc leur pension sera plus élevée que s'ils n'avaient pas bénéficié de ces sursalaires. Quatrièmement, donc, la création d'une marge qui permet de recruter. Et nous allons commencer par recruter dès le début de l'année dans la santé, dans l'armée, dans les forces de sécurité et, bien sûr, dans l'éducation. Cinquièmement, donc, le relèvement de la rémunération des assistants au métier d'enseignant, les AME, dont la rémunération passerait désormais de 9 mois à 11 mois. Ça, c'est la première chose. La chose importante qui vient aussi et qui les concerne, c'est que si vous êtes AME, que vous êtes resté en poste pendant 3 ans, vous pourrez passer désormais ACE, c'est-à-dire contractuel de l'État, pour autant que vous passiez une évaluation qui est avec succès. Et dernier point donc de cette disposition, le relèvement du SMIC qui passe donc de 40 000 à 52 000 francs CFA. Je rappelle, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, que la prise d'effet de ces mesures pour ce qui concerne les salaires, c'est le 1er décembre 2022. Donc à la fin de ce mois de décembre, les salariés de la fonction publique vont bénéficier déjà de ces nouveaux salaires qui viennent d'être actés par le Conseil des ministres. Bien, vous savez, les partis politiques sont dans leur rôle, en particulier le Bloc républicain et l'Union progressiste, le Renouveau, sont au Parlement, ont des députés et, par l'intermédiaire de ces députés, expriment, disons, les préoccupations des populations. Je peux parler au nom du Bloc républicain, mais c'est pareil pour l'Union progressiste, que la préoccupation que ces députés ont, qui est de relayer la pression exercée par les populations, notamment par les travailleurs, a été assez forte, aussi bien sur les membres du gouvernement, je dois le dire, que sur le chef de l'État lui-même. Mais je peux vous dire, ce n'est pas une décision politique, je vais dire populiste. Elle est politique, c'est vrai, parce que nous avons commencé ces discussions au mois de mai. Maintenant, j'allais dire, ça arrive au bon moment,
Ça n'a rien à voir avec les élections. C'est tout simplement une coïncidence, mais c'est une bonne coïncidence et je veux saluer cela. Parlons à présent de la rencontre annuelle des acteurs de l'administration centrale et des structures déconcentrées du ministère en charge du travail. L'édition 2022 a permis aux participants de réfléchir sur comment mieux servir les usagers clients de l'administration et faire le point des réalisations de cette année au niveau des départements. Le lancement des travaux a eu lieu ce jeudi à Cotonou. Clément Ogouachade. C'est une rencontre annuelle devenue une tradition entre l'administration centrale et les structures déconcentrées du ministère du Travail et de la fonction publique. Un rendez-vous qui se tient chaque année pour faire le point d'exécution du PTA au niveau des directions départementales du ministère. Un véritable creuset dont la finalité vise l'amélioration continue des performances. À l'occasion de cette rencontre, de nouvelles missions sont confiées aux directeurs départementaux. Dans le contexte actuel où de nouvelles réformes sont engagées dans les communes, vous convenez avec moi que les défis à relever par les directeurs départementaux du travail et de la fonction publique sont immenses et déjà, vous l'avez si bien compris que vous vous êtes engagé à suivre le rythme de Madame le ministre. Je voudrais ici saluer cet engagement de votre côté et surtout votre grande disponibilité à œuvrer aux côtés de l'autorité afin que l'objectif qui est de satisfaire au mieux les usagers clients de notre département ministériel soit atteint. Cette édition de 2022 intervient dans un contexte particulier marqué par les réformes de l'administration territoriale au Bénin. Avec les présentes assises, ces acteurs de l'administration publique vont s'équiper davantage pour mieux faire face à leurs sollicitations au niveau déconcentré. Mesdames et messieurs les directeurs départementaux, avec les réformes introduites dans la nouvelle gouvernance des communes, de nouveaux défis vous attendent et doivent être révélés efficacement par vos soins en matière d'assistance et surtout en appui conseil. Par ailleurs, dans le cadre du renforcement des actions de dématérialisation des services publics au niveau déconcentré et décentralisé, vous êtes appelés à vous impliquer activement dans le processus de supervision et de suivi du fonctionnement des centres communaux de services publics et des guichets de services de relations avec les usagers installés dans certaines mairies et directions départementales. Je suis persuadé qu'à l'issue de la présente rencontre, vous serez mieux aguerris pour faire face aux nouveaux défis au niveau déconcentré et décentralisé assignés à notre secteur. 2 jours d'intenses travaux et de réflexion entre administration centrale et structures déconcentrées afin de révéler l'image du ministère dans son ressort territorial. Et pour relever ces nouveaux défis qui s'imposent à l'administration publique, les directeurs départementaux, eux, sont invités à communiquer et à sensibiliser les usagers sur l'opportunité des outils de gouvernance qui sont mis en place. Nous allons prendre la direction de Toviklen, localité située dans le département du Koufo. Ici, le réseau Wildaf Bénin procède à la vulgarisation du code foncier et domanial. C'est à la faveur d'une session de formation organisée à l'intention des leaders religieux et traditionnels, des autorités locales et autres membres des sessions villageoises de gestion foncière. Une initiative qui entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet contribuer à la promotion du droit foncier des filles et des femmes de cette commune. 2 jours de formation que nous résume ici Narcisse Alossé. Un échantillon assez représentatif des populations de la commune de Toviklen à l'école du réseau Wildaf Bénin pour mieux s'approprier le contenu du nouveau code foncier domanial au Bénin. Il s'agit des leaders communautaires, des autorités locales, des membres des sections villageoises de gestion foncière et des groupements de femmes à qui l'organisation non gouvernementale explique surtout les dispositions qui parlent de l'égalité hommes et femmes en matière des droits fonciers. Et généralement, les femmes n'ont pas accès à la terre, ont des difficultés, alors que c'est elles qui contribuent aux travaux champêtres. Et elles jouent un grand rôle dans l'agriculture et aussi dans l'alimentation, dans l'autonomisation des personnes pour la réduction en quelque sorte de la faim. Pour la mise en œuvre de ce projet qui bénéficie du soutien du Fonds canadien d'initiative locale, les oratrices du jour ont fait savoir à l'auditoire que la loi prévoit une certaine facilité aux femmes
pour avoir accès aux terres, même auprès des collectivités locales. En plus des droits des femmes et des filles, Wildaf Bénin a aussi montré à l'assistance au cours des 2 jours de formation les dispositions de la loi qui parlent de la masculinité positive. Une assistance composée de 70 personnes venues des 7 arrondissements de la commune. Avant, dans nos contrées ici à Dja, les femmes n'avaient pas l'opportunité d'hériter les terres de leur papa. Alors, comme la loi nous exige maintenant, nous sommes prêts à accompagner nos populations à bien écouter les formations. C'est très important. Les propos ou les paroles qu'ils ont émis, surtout pour le développement de nos communautés, ça me fait fier. Les terrains que nos parents, nos papas, les héritages surtout que nos parents nous ont laissés, il est important qu'avec les femmes, nous devons partager. Le projet contribuant à la promotion du droit foncier des femmes et des filles prend ainsi corps dans la commune de Toviklin, située dans le département du Koufo. Un projet d'une durée de 6 mois qui est cofinancé par Wildaf FEDAF Bénin et le Fonds canadien d'initiative locale. Et pendant ce temps, le ministre des Enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle est en visite à l'école de formation médico-sociale de Parakou. Kwaro Yves Chabi est allé constater le déroulement des travaux de correction des épreuves de l'évaluation des centres d'alphabétisation. Ces centres ouverts dans le cadre du projet d'appui à la gestion décentralisée de l'alphabétisation Pageda phase 2 financé par la coopération suisse et qui vise la promotion des langues nationales. Jacques Degbe pour les détails. Entouré du chef centre et des responsables chargés de la mise en œuvre de cette phase 2 du Pageda, le ministre Kwaro Yves Chabi a fait le tour des 5 salles de correction correspondant aux 5 langues retenues dans le cadre de ce programme gouvernemental financé par la coopération suisse. À chaque fois, et devant des correcteurs appliqués à la tâche, le chef centre constitue l'autorité. 7069 qu'on composé, dont 3463 3 femmes. Donc si on veut désagréger, le Borgo a présenté 4171 candidats et la Liborie a présenté 2888 candidats. Donc nous avons en tout pour tout 5 langues, le Batonou, le Bo, le Yoruba, le Dendi et le Fofulde. Les apprenants, que sont des artisans et artisanes des groupes socio-professionnels du Borgou et de la Liborie, ont composé le samedi 3 décembre dernier. Leurs copies reçoivent donc les appréciations des correcteurs. Ils viennent de démarrer et ce que nous devons constater, c'est qu'il y a quand même une bonne maîtrise des apprentissages par les apprenants parce que les premières copies qui sont corrigées, les résultats sont déjà bien, mais nous attendons la fin pour voir qu'est-ce qui peut ressortir de ce qui a été fait. Pour ce qui est des résultats, il y a 2 facteurs, c'est 10 sur 20 qui passent, mais les résultats ne sont pas individuels. Lorsque par exemple ils sont dans un centre et que au moins 50% disons, des apprenants de ce centre-là ont au moins 10 sur 20, donc tout le centre pratiquement passe. Mais s'ils en ont moins, c'est que c'est tout le centre qui reprend. Cette évaluation marque la fin du premier cycle du Pageda 2. À l'arrivée, les apprenants sauront lire, écrire et faire des calculs en leur langue respective, ce qui leur permettra de participer activement à la dynamique économique, conformément aux objectifs du gouvernement. Nous venons constater que vous êtes vraiment à l'œuvre, vous le faites avec beaucoup de conscience professionnelle et vous dire que ce que vous faites est très important pour nous. Le gouvernement a mis en place ce programme d'alphabétisation et qui est bien inscrit dans le PAG2. Alors si le gouvernement le fait, comprenez que c'est parce que c'est très important. Nous venons vous encourager à bien faire votre travail avec conscience, avec rigueur. Pour rappel, les 5 langues du programme sont le Batonou, le Bo, le Dendi, le Fulfunde et le Yoruba. La correction des copies, démarrée ce jeudi 8 décembre, va durer 5 jours et débouchera la publication des résultats.
Décédé le 8 novembre 2022 à Paris, le magistrat Kodjovi Siriac Dogué a reçu son dernier hommage. Il était âgé de 110 ans. Il laisse derrière lui toute une famille, des amis et des collègues qui lui reconnaissent ses mérites et surtout son sens de professionnalisme qualifié de légendaire. Tédé Goudalo pour le point. En face de la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué, ancien avocat de la Cour suprême, un nombre impressionnant d'acteurs du monde de la justice. Ils sont venus rendre un dernier hommage à l'homme qui, de son vivant, a marqué les esprits. Un moment de tristesse, mais aussi de courage pour sa famille nucléaire et surtout professionnelle. Que l'exemple de son existence terrestre qu'il laisse soit pour vous et pour nous une source permanente d'inspiration, d'incitation à être des citoyens modèles et des serviteurs zélés de la nation. Chers doyens, adieu. Va, repose en paix. Juriste polyvalent à la fois privatiste et publiciste, M. Dogué s'intéressait autant au droit constitutionnel, au contentieux constitutionnel, au contentieux électoral, aux droits humains, à la démocratie, qu'aux droits privés dans toutes ces dimensions. Décédé le 8 novembre 2022 à l'âge de 110 ans, son professionnalisme et sa probité intellectuelle sont ici reconnus. En sa qualité de père de famille, il a su dresser le bon chemin à ses progénitures qui, aujourd'hui, le lui reconnaissent publiquement. Nous souhaitons par ces mots, nous tes enfants Ariane, Karel, Muriel et Horus, rappeler que cette humilité, cette simplicité, cette rigueur, cette discrétion qui t'ont caractérisé demeurent les leitmotifs qui nous guident, qui nous conduisent tous les jours de notre vie et continueront de nous guider dans les jours et années à venir. Ta place est irrémédiablement vide et ton absence fait mal à tes collègues réunis au sein de l'UNAMAL. Tu nous manques aujourd'hui et tu nous manqueras encore demain. Merci de donner le courage d'avancer encore vers celui qui nous attend sur l'autre rive. Là où maintenant tu connais la paix, l'amour et la joie. Va, serein, et sache que tout ce que tu as laissé de toi à la magistrature germera en nous. Après cette cérémonie d'hommage, la dépouille de Kodjovi Siriac Dogué est conduite à l'église Saint-Antoine de Padoue d'Abomey-Calavi où une messe d'action de grâce est dite en son honneur. S'en est suivi l'inhumation au cimetière de Sommet, toujours dans la commune d'Abomey-Calavi. Je l'ai annoncé en titre, après Alada, la semaine de l'ananas s'ouvre à Cotonou, précisément à Canal Olympia. Les acteurs à divers niveaux sont appelés à réfléchir autour du thème compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et productions. Les activités sont prévues pour durer 3 jours. Tédé Goudalo. Deuxième phase de la semaine de l'ananas, édition 2022. L'étape de Cotonou mobilise les acteurs à divers niveaux de la filière en vue de la promotion des différents produits issus de ce fruit qualifié de fruit roi. C'est une rencontre instaurée par l'Association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin. L'association interprofessionnelle de l'ananas du Bénin, AIAB, accorde un grand intérêt à cette activité. Elle saisira l'opportunité pour œuvrer pour la promotion de la filière et pour mieux représenter et défendre les intérêts de ses membres. Et nous savons les problèmes qui se posent dans les communes par rapport à l'accès aux terres et beaucoup d'autres choses. Je prends l'engagement qu'à la prochaine réunion que nous aurons au niveau de l'ACB, j'inviterai vos représentants pour qu'une discussion se fasse entre les communes béninoises et vous. C'est la pierre que nous pouvons apporter à l'édifice. Le ministère de l'Industrie et du Commerce se tient toujours prêt pour toutes les actions nécessaires entrant dans le cadre de la promotion des entreprises locales et de la transformation de nos produits locaux. Car nul ne doute de la volonté du gouvernement pour un investissement massif dans la filière agricole à travers le programme d'investissement public pour accompagner les acteurs à mieux produire. Autour du thème principal intitulé «
Compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et propositions. Plusieurs activités sont programmées pour les 72 heures que durent les manifestations. Un panel de discussion sur l'accès au marché pour l'ananas du Bénin et ses dérivés, des rencontres B2B et des expositions ventes. L'agriculture béninoise, c'est 28% du PIB. Aujourd'hui, le Bénin a une signature grâce à son agriculture, entre autres. Et cette signature, la contribution de la filière ananas est très importante dedans. C'est vrai, il faut ajouter aussi le coton, où nous sommes premiers depuis plus de 3 campagnes. La qualité du coton, là aussi, on est bon, très bon. Ce n'est pas seulement la quantité, tout comme votre ananas, tout comme votre anacade. Et donc, votre contribution à ce crédit que nous avons aujourd'hui au plan économique, au plan mondial, est importante. Et le ministre voudrait donc vous remercier pour tout cela. Une visite des stands érigés a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture de la semaine de l'ananas. Dans le département du Mono, la crise qui secoue depuis peu la compagnie béninoise des textiles n'a pas laissé indifférent le préfet Mieux. Bienvenue Milorin s'est mué en médiateur de cette crise qui est née d'un antagonisme entre le personnel de l'entreprise et la direction générale. Ce jeudi, le préfet a rencontré les deux parties au cours d'une visite effectuée dans les locaux de l'entreprise. Une descente que nous résume ici Narcisse Alosset. Derrière ces machines qui tournent à plein régime ici à la compagnie béninoise des textiles se cache une ambiance de travail délétère. Tout est parti d'une accusation de malgouvernance brandie par le personnel contre la direction générale et relayée depuis quelques jours sur les médias sociaux. Une situation qui n'a pas laissé indifférent le préfet du Mono, auteur d'une descente dans les locaux de l'entreprise dans la matinée de ce jeudi. Depuis quelques semaines, l'ambiance au sein de l'administration, mais également du personnel de la CBT n'est pas des plus reluisantes. En tant que garant du pouvoir de l'État dans le département, c'était de mon devoir de venir ici et m'enquérir de la réalité des faits. Bien entendu, j'ai mes informations, mais c'était pour moi de tenter une conciliation. Bienvenue Milorin enfile donc le costume de médiateur pour le règlement d'une crise qui peut plomber les performances de cette entreprise spécialisée dans la production du fil cadré 100% coton et tissu cru. Et dans cet exercice de conciliation, l'autorité préfectorale a écouté les deux parties antagonistes autour d'une même table. Autour de cette table, nous avons pu nous accorder sur l'essentiel, c'est de poursuivre les négociations pour que très rapidement la calmie puisse revenir dans la maison. Je pense que les conclusions que nous retenons augurent d'un lendemain meilleur, parce que nous avons quand même pu concilier les deux parties pour que nous puissions ramener la balle à terre, nous retrouver les jours à venir autour d'une table pour aplanir les divergences et rebondir sur de nouvelles bases. Rebondir sur de nouvelles bases pour sauver cette unité de production, fruit de la coopération sino-béninoise. L'hôte du jour a d'ailleurs fait le tour des différents compartiments de cette entreprise, implantée ici à Lokossa il y a 20 ans. Plus de 1000 âmes y travaillent en permanence, avec une masse salariale estimée à près de 200 millions de francs CFA. Les clients des institutions financières affiliées au centre financier aux entreprises CFE Nord ont été mieux renseignés sur les opportunités, mais aussi sur les services qu'offre cette institution. C'est à travers une journée porte ouverte qui s'est déroulée dans les locaux du CFE Nord au quartier d'Okbarou à Parakou. La journée a aussi permis aux responsables de l'institution d'apprécier les efforts consentis dans l'accompagnement des petites et moyennes entreprises dans le développement de leurs activités. Reportage. Une journée porte ouverte pour informer le public sur les activités du centre financier aux entreprises de la zone nord. Tel est l'objectif poursuivi par les responsables de la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel FECECAM Bénin. Créé dans le but d'apporter plus de célérité dans le traitement des demandes de la clientèle, le centre financier aux entreprises de la zone nord regroupe des expertises requises en financement des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries du secteur commercial et agricole. L'objectif de pouvoir acquérir de nouveaux clients et fidéliser ceux que nous avons déjà. Nous avons pensé qu'il est aussi important, n'est-ce pas, d'expliquer les activités du centre financier aux entreprises à l'ensemble
de notre clientèle qui, même des fois, l'information n'est pas bien perçue, mais aussi à la clientèle potentielle. Et de ce point de vue, nous avons demandé aux différentes caisses que nous appelons les caisses de l'Alliance à inviter dans leur clientèle potentielle, dans leur clientèle, n'est-ce pas, ceux qui, à ce jour, ont pris des crédits allant jusqu'à un niveau donné et qui pourraient manifester des désirs d'avoir des crédits plus importants. Créé en septembre 2018, le Centre financier des entreprises Nord, dans sa vision d'être le partenaire financier de premier choix des PME pour le rayonnement de l'économie nationale, peut déjà se réjouir des résultats considérables enregistrés dans ce sens. Il a pu offrir aux petites et moyennes entreprises des services spécialisés en appui de développement de leurs activités commerciales et agricoles, ceci grâce aux différentes institutions financières qui le composent. J'ai revu le CFE à ses tout débuts et vraiment aujourd'hui ça me fait plaisir de voir à quel point le CFE il a grandi. Il est encore jeune mais vraiment il démontre d'excellents résultats et surtout ça confirme qu'il y a vraiment des entrepreneurs solides, intéressants dans le Nord. Le CFE actuel du Nord couvre jusqu'à Savet, mais les clients de Savet ne viennent pas ici. Non, quand ils veulent du crédit, ils envoient juste leur demande dans leur caisse, ils vont à Savet, ils disent je veux un crédit de 20 millions. Ils se présentent là-bas, eux ils ont une fiche de référencement, ils envoient le dossier ici. Les conseillers en crédit du CFE aussi quittent ici pour aller vers le client à Savet. Le dossier est monté, tout est fait ici au niveau du centre, mais quand le client veut prendre son crédit, il va aussi dans sa CERCAM, parce qu'on vient introduire le montant du crédit dans la base de données de sa caisse. Quand il veut rembourser, il rembourse également au niveau de sa caisse. Être un réseau leader de référence au Bénin, le Centre financier aux entreprises entend remplir cette mission. Dans ce cadre, plusieurs communications sur la gestion de l'entreprise ont été présentées au profit des clients venus de plusieurs villes du nord du pays. Parlons à présent du lancement officiel de la saison 6 de 10 mois qui est la plus belle. Un concours panafricain de beauté initié par l'agence de communication et de publicité Djaouta Bénin. C'est à travers une conférence de presse animée ce jeudi par les responsables dans les locaux de l'agence à Cotonou. Il faut retenir que la diffusion de ce programme qui met en compétition 12 candidates démarre ce samedi 10 décembre sur votre chaîne de télévision Canal 3 Bénin. Suivant. La saison 6 de 10 mois qui est la plus belle démarre ainsi à travers cette conférence de presse organisée par les responsables de l'agence de communication Djaouta. Au menu, plusieurs sujets qui fâchent. D'abord, le retard de la saison 6 dont le démarrage était pour le 3 novembre dernier. Ensuite, la polémique soulevée par le teaser d'annonce de cette édition. Et enfin, la question sur les candidates en ce qui concerne leur beauté. Le retard de la saison 6 n'était pas voulu. Vous savez, 10 mois qui est la plus belle, c'est un programme qui est totalement produit sur fonds propres. Nos seuls alliés pendant les 5 premières années, c'était vous. Il nous a fallu l'appui, le soutien que je salue officiellement ici d'un sponsor comme l'Aspin qui, à travers sa marque Celtis, nous a vraiment prouvé qu'elle était une marque 100% Bénin. Nous avons donc, grâce à Celtis, réussi à vous offrir une 6e saison. La saga ne s'arrêtera pas là. On fera en sorte que ce programme ne s'arrête jamais. L'objectif, il est noble. Les ambitions, ils sont claires. N'en déplaise à des gens qui estiment nous avoir compris avant nous-mêmes, qui nous décryptent tous les jours, qui essaient d'attirer notre attention, nous le savons, et qui espèrent que nous leur répondions, qui malheureusement, la plupart du temps, n'ont pas de réponse parce que je vous l'ai dit, la polémique ne nous intéresse pas. 150 partenaires soutiennent ce programme qui, selon les responsables, ne ressemble à aucun autre. 10 mois qui est la plus belle étant un concours de beauté qui révèle et valorise la femme africaine, il est ouvert à toute l'Afrique. La plus grande originalité de la saison 6 est celle de la beauté au naturel de la femme. Nous avons lancé une saison 6 sous le thème de la beauté authentique. Nous avons pensé que la question de la beauté de la femme africaine méritait d'être traitée sous un nouvel angle. Qu'est-ce que c'est, dis-moi, qui est la plus belle, s'il n'y a pas de polémique? L'originalité, c'est que nous proposons à nos belles, à nos candidates cette année, de concourir sans artifice. Sans artifice, pour nous, n'a jamais signifié qu'il fallait zéro maquillage, zéro mèche, etc. Et vous le constaterez.
Face à la polémique, les préoccupations et questionnements des journalistes, des influenceurs et autres, 12 candidates sont en compétition et chacune d'elles, à travers son talent, fera découvrir sa beauté authentique. Nous ne sommes pas contre cela, mais ce qui compte pour nous, comme on l'a dit, c'est un concours qui ne ressemble à aucun autre, qui redéfinit les codes de la beauté africaine. Moi, j'aimerais que les femmes africaines, les femmes ici présentes, puissent avoir suffisamment confiance en elles pour affronter au fait. Je ne veux plus partir dans des soirées où quand vous voyez une femme non maquillée venir avec ses cheveux touffus, dire mais pourquoi elle vient comme ça à une soirée? Elle aurait pu mettre un peu de blush. Elle n'est pas obligée. Elle n'est pas obligée parce qu'elle assume ce qu'elle est, parce qu'elle respecte son identité. La diffusion des 11 épisodes de 10 mois qui est la plus belle, saison 6, démarre ce samedi 10 décembre à partir de 21h sur Canal 3 Bénin, l'ORTB, NTI Congo et le site de Djaouta sur YouTube. Les organisateurs invitent à l'occasion les uns et les autres à prendre le rendez-vous de cette télé-réalité africaine qui va les tenir en haleine durant 3 mois. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci pour votre aimable attention. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous et surtout, bon début de week-end.